Bon mardi matin, tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de SSQ Assurance sur la planification financière. Voici l'équipe, mon équipe, mais l'équipe à laquelle j'appartiens. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, Nathalie Leclerc, Nathalie Z. Leclerc pour les intimes SSQ, et mon collègue Louis-Philippe Baudouin dans la région de Montréal, mais aussi de Québec, Steve Doyon, Chant, Youssef et notre dernier venu et non le moindre, Alexandre Desbiens. On est assisté par nos directeurs et directrices à la clientèle ou avec nos associés. Vous avez Jacinthe Benjamin, Marie-Pierre Guimont-Fortin et Alexandre Trudel qui se fera un plaisir de nous rejoindre à la fin de la présentation pour ouvrir la période de questions. Juste une petite spécificité, quand vous posez des questions, écrivez dans questions-réponses et non pas dans chat. Alors aujourd'hui, on va vous parler de stratégie de la planification successorale des particuliers. En grande demande générale, quand j'ai fait le webinaire pour les notions fiscales et légales, on avait un peu parlé de planification successorale et on a décidé de vous faire un beau webinaire pour vous donner plus de valeur ajoutée de ce côté-là. Donc, dans toute bonne présentation, il y a des avertissements. Dans le présent document sont fournis à titre indicatif. Ils ne constituent pas des conseils d'ordre comptable, juridique ni fiscal. Malgré tous les efforts déployés pour en assurer l'exactitude, des erreurs et omissions, on pourrait peut-être plus se glisser. Donc, tous les commentaires relatifs à la fiscalité d'ordre général et sont fondés sur les lois fiscales en vigueur au Canada qui visent les résidents canadiens et que ces lois peuvent changer. Donc, les renseignements contenus dans le présent document légal, fiscal, étaient à jour en janvier. Je peux vous dire qu'il était à jour hier soir. Donc, au programme, on va voir c'est quoi la planification successorale, comment établir une analyse de besoins, les stratégies de la protection successorale des particuliers, la clientèle cible pour vous, une étude de cas et surtout, comme je me plais souvent à dire, être à valeur ajoutée pour nos clients. Donc, si on regarde un peu le boom des héritages, écoutez, au Québec seulement, de 2007 à 2012, il y a au-dessus de 20 milliards de dollars qui ont changé de main. Donc, ça, c'est une valeur moyenne de 82 100 $. Est-ce que les Québécois sont bien préparés? Bien, ils ont fait une analyse, l'actualité, et 81% des personnes affirment qu'à leur décès, ils laisseront quelque chose à leur conjoint ou à leur enfant. C'est-à-dire que 81% du monde que l'on rencontre veulent laisser quelque chose à leur conjoint ou à leur enfant. Il y a seulement 48% qui ont fait leur testament. C'est une des recommandations qu'on n'arrête pas de dire dans notre travail. Et 41% des Québécois n'ont jamais abordé le sujet avec leur entourage. Nous, les conseillers en sécurité financière, on est une des personnes qui leur fait penser à ça. Moi, je disais tout le temps, vaut mieux parler des choses plates avant, comme ça, on peut changer des choses, parce qu'après ça, il va être trop tard. Notre rôle de conseiller, bien, il y a beaucoup de monde qui nous voit dans la vente d'assurance, puis des conseils en matière de sécurité financière. Mais tout ce que l'iceberg cache, tout ce qu'on peut faire, est-ce que vos clients le savent? Ils savent probablement, tous vos clients, vous les avez rencontrés pour leur protection de la famille, décès, invalidité, maladie grave, l'information sur les droits des clients, les successions, les liquidations de biens, les testaments, les planifications successorales, bien, on est capable de faire ça. Vous faites de la planification de la retraite pour ceux qui font des placements. Il y a des solutions pour des transferts successoraux. On fait aussi des recommandations pour les entreprises, les conventions d'actionnaires, les rachats de parts et plus encore.
Donc, ce matin, on s'enligne sur la planification successorale. C'est quoi la planification successorale? Bien, elle permet de décider de la façon de disposer de ses biens selon ses volontés. Elle consiste à mettre de l'ordre dans ses finances et ses affaires pour faciliter la transition de ses biens à ses héritiers. Mais surtout, il y a beaucoup de monde qu'on leur apprend ça quand on parle de planification successorale. On peut permettre de réduire ou de reporter les impôts exigibles au décès. Parce qu'on va le redire plusieurs fois dans la présentation, les clients, des fois, ne sont pas conscients de ça, mais une minute avant de mourir, ils ont tous vendu le bien à la juste valeur marchande. Puis, Madame fédérale, Monsieur provincial attendent la succession avant que ça s'en aille à qui de droit. Donc, les moyens à utiliser, c'est sûr qu'un bon testament, ça va où ce qu'on veut que ça aille après notre décès. Il y en a qui ont des fiducies, il y en a qui font des dons de leur vivant. Quand on fait une planification successorale aussi, on vérifie avec notre client les désignations des bénéficiaires et notre produit que vous connaissez tous, l'assurance vie, qu'est-ce que ça peut faire dans la succession d'une personne. Donc, tout le monde devrait envisager de faire sa planification successorale. Nous, quand on a rencontré les clients, là, je vais peut-être vous annoncer une grosse nouvelle, là, mais vous allez être dans le jus. Car toutes les analyses de besoins financiers que vous avez faites à votre client, à vos clients, c'était pour les premiers décès. Si un meurt, tout va à l'autre, l'hypothèque, les dettes et tout ça. Quand on parle de planification successorale, on parle de deuxième décès. Quand le deuxième conjoint n'est plus là, ben, avant que ça s'en aille aux enfants, c'est là que les clients, des fois, ne sont pas conscients qu'il y a les impôts, il y a les dettes. Donc, ceux qui veulent préserver ou optimiser leur succession, de soutenir des personnes après leur décès, de répartir leurs actifs correctement entre les membres de la famille, des œuvres de bienfaisance ou d'autres bénéficiaires après son décès. Ça permet aussi au client de gérer efficacement ses biens personnels, de son vivant et de s'assurer que ses dernières volontés seront respectées après son décès. C'est-à-dire que ses biens seront distribués convenablement et surtout le plus possible avantageusement du point de vue fiscal. Donc, une bonne planification permet d'évaluer ses options. En tant que professionnel membre de la CSF, il faut savoir quoi faire, mais comment le faire aussi. Donc, les clients semblent actuellement plus enclins à recevoir ou à pas recevoir, excusez-moi, à revoir leur volet successoral. Il y a beaucoup de craintes à l'égard de la COVID. Ils ont le temps de faire le ménage de leurs papiers. Mais ils savent peut-être pas que vous pourriez faire un bilan successoral, une analyse successorale, puis aller voir plus loin que juste les dettes, là. Donc, que devez-vous savoir et comment vous assurer que tout est fait dans les règles? Donc, s'assurer de l'existence d'un testament, c'est essentiel dans une planification successorale. S'ils n'ont pas de testament, il va falloir que vous lui dites le Code civil pour les successions sans testament. Voici. Si vous n'avez pas de. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de testament, vous êtes conjoint. Si vous n'avez pas d'enfants, ben, c'est vos parents qui vont hériter. Si vous avez des enfants, c'est vos enfants qui vont hériter. Si vos parents sont plus là, puis vos enfants sont plus là, ben, ça va être vos frères, vos sœurs. On fait aussi la différence avec nos clients entre un testament notarié, un testament devant témoin et un testament holographe. On le sait que ce n'est pas du tout la même chose lors du décès. Surtout, ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Pour les clients, il faut leur poser un certain nombre de questions à ce sujet à chaque rencontre avec vos clients, pour vérifier si leur situation a changé. Parce que la planification successorale, ben, c'est un travail qui s'effectue au fil des ans. Donc, il y a un suivi à faire avec ça. Comme qu'on fait notre suivi après l'analyse des besoins financiers, il y a des choses qui peuvent avoir changé dans leur vie.
Demandez leur désir. C'est quoi qu'ils veulent léguer? C'est quoi qu'ils veulent faire? Et on est les spécialistes pour mettre en place des stratégies qui permettront d'atteindre les objectifs du client. En règle générale, la constitution d'un patrimoine de la succession, il faut choisir c'est qui le liquidateur. C'est quoi le rôle et les responsabilités du liquidateur? Il faut que ça soit considéré dans le règlement de succession. Donc, une des questions, très bonne question pour ouvrir la discussion. Il vous arrive de quoi demain matin? C'est qui s'occupe de vos papiers, de vos derniers rapports d'impôt, de vendre votre maison, de vendre votre chalet, de faire tout en sorte de faire un bilan pour montrer aux successibles c'est quoi la succession qu'ils vont hériter. La fiscalité, le décès emporte la disposition réputée de tous les biens aux défunts, comme on l'a dit tantôt. Mais il y a d'autres dettes aussi à prévoir. Donc, un bilan patrimonial, je disais souvent ça à mes clients, ça aide à ce que le liquidateur, par où est-ce qu'il va commencer. Parce qu'un bilan matrimonial, puis un bilan successoral, tout est là. Donc, des cas typiques avec des enjeux potentiels, on en a. Parce que pour un liquidateur, l'obligation, il y a à faire un inventaire. Un inventaire, mon Dieu, que ça regarde comme une belle planification successorale. Parce qu'on va avoir les actifs, les passifs, les impôts, tout va être là. Donc, ça leur fait vraiment un beau résumé à laisser avec les polices d'assurance puis le testament. Parce que quand ils créent l'inventaire, là, il faut qu'ils retrouvent les créanciers possibles. Il y a peut-être des risques de poursuite. Y a-t-il un patrimoine familial? C'était sous quel régime matrimonial qui était marié? Les impôts, les emprunts, les légataires particuliers, parce que dans un testament, si vous dites « je lègue particulièrement telle affaire à telle personne », ce légataire-là particulier passe avant d'autres. Ensuite, vous avez les factures, les dépenses et la limite de la responsabilité aussi pour le liquidateur. On a fait une très belle présentation que peut-être qu'on pourrait refaire aussi pour, s'il y en a qui la veulent, là, de regarder une succession avec tous les enjeux fiscaux et légaux. Parce que le liquidateur, après, quand il présente son bilan, les successifs, il faut qu'ils acceptent ou qu'ils refusent la succession. Il y a quand même un délai de 6 mois à compter du décès pour accepter ou refuser. Mais le liquidateur a aussi maximum 6 mois pour faire l'inventaire. Et il faut faire attention aux gestes d'acceptation tacite. Vous rentrez chez votre père qui est décédé, vous avez des frères, des sœurs, vous décidez de vendre des biens, d'acquitter des dettes, c'est pareil comme si vous auriez accepté la succession. Il faut faire attention. Et dans notre langage aussi de courtier, de conseiller, conseillère, il faut faire la différence entre une succession non liquide ou insolvable. Les étapes d'une succession insolvable, le liquidateur doit dresser un état complet de l'actif et du passif de la succession, donner un avis aux intéressés de l'état des dettes, et de faire homologuer une proposition de paiement par le tribunal. En quoi est composé un bilan successoral ou comment faire une planification successorale? On regarde beaucoup les liquidités. Les liquidités comme le fonds de pension, les portefeuilles personnels, les REER, les FER. Là, il faut faire attention parce que s'ils ont des fonds distincts, ça peut être légué à des bénéficiaires directement. Donc, tout ce qui est légué à un bénéficiaire directement, on va en rejaser un petit peu plus loin tantôt, mais ça ne fait pas partie de la succession. Les assurances personnelles, c'est qui les bénéficiaires? La Régie des rentes du Québec, il y a du monde qui pense que c'est le gros lot, là. La Régie des rentes du Québec, c'est un 2 500 $ qui est imposable. Et aussi, pour les personnes qui sont en affaires, il faut faire attention
à l'actif de la société, ils ne sont pas nécessairement des liquidités pour la succession. Bien, souvent, c'est des actions. Et là, il faut aller voir plus loin. Y a-t-il une convention d'actionnaires? Y a-t-il une police qui protégeait? C'est quand il faut qu'ils vendent les actions? Sont-ils obligés de vendre les actions à l'autre? Donc, la convention d'actionnaires pour une personne d'affaires devrait être annexée avec son testament et ses papiers. Ensuite, les dettes exigibles à court terme. Bien, la maison, s'il était tout seul dans la maison, il faut la garder chauffée, il faut la garder déneigée l'hiver. Ensuite de ça, il faut la garder assurée. Je vous parle en connaissance de cause. J'ai été liquidatrice pour le décès de mon père, il y a 10 ans. Et il y a tout plein de petites choses parfois que c'est quand on a les deux mains dedans qu'on dit « Oh mon Dieu! » C'est tout ça qu'il faut penser. Mais nous, notre job, c'est de préparer les clients en cas. Il y a les impôts au décès, que c'est là qu'on va les calculer, et les legs particuliers. Est-ce que ça arrive en excédent ou en déficit? Est-ce que c'est leur souhait? C'est là que vous pouvez arriver avec des belles recommandations. Les impôts. Donc, au décès, le défunt est réputé s'être départi de ses actifs à leur juste valeur marchande. Il faudra payer l'impôt sur ces montants-là, y compris les éléments ci-dessous. Donc, tous les placements enregistrés, si ce n'est pas roulé au premier conjoint, ben une minute avant de mourir, on va prendre l'exemple, le monsieur. Je fais toujours mourir les messieurs, moi, avant les madames, je ne sais pas pourquoi. Donc, les REER, ben, c'est comme s'ils auraient tous vendu une minute avant de mourir, puis les faire aussi. Donc, sur le rapport d'impôt, le dernier rapport d'impôt du décédé, ben, tout ça est payable. En plus, y a-t-il des actions? Y a-t-il des fonds communs de placement? Y a-t-il des fonds distincts? Les fonds distincts, il y a plusieurs autres choix qui s'offrent au décès. Les fonds communs sont vendus, sont liquidés et sont payés dans le compte de succession. Ensuite, il y a des biens immobiliers. La résidence permanente primaire, on le sait qu'on a une exonération de gains en capital, mais maintenant, depuis 2016, à la vente, soit du vivant ou du décès, il faut faire le calcul et il faut remplir le formulaire pour le rapport d'impôt fédéral et provincial. Donc, au décès, ben, s'il faut la vendre, il faut que ça soit calculé. Ensuite, y avait-il un chalet? Y avait-il des blocs appartements? Y avait-il d'autres terrains à l'extérieur? Tout ça, il faut que ça fasse partie du bilan successoral avec les impôts à calculer. Parce que la plupart du monde prennent les actifs, disent « Ah, j'ai des REER, les actions, la maison, le chalet, le bateau. Ah, ça va tout aller à mes bénéficiaires. » Et nous, on a comme rôle à dire « Oh, minute, il y a Madame fédérale et Monsieur provincial aussi qui va passer juste avant. Après ça, ça va être les bénéficiaires. » Donc, ça, c'est pour nous. C'est sûr que les impôts, une belle prestation d'assurance vie, ça ne coûtera pas en prime qu'est-ce que ça aurait coûté en impôts à succession pour léguer ça net et de dette et d'impôts. Donc, les avantages au décès, bien, c'est sûr que le financement de l'impôt à payer au décès n'est pas, c'est pas le même prime, je viens de le dire. La prestation bien, est immédiate à la succession. L'accès à l'argent par les bénéficiaires, lorsqu'ils en ont le plus de besoin, bien, c'est là qu'ils vont pouvoir l'avoir tout de suite. Somme pouvant être exclue de la succession, parce qu'il n'y a pas de droit de l'homologation à payer quand on a des bénéficiaires sur une police d'assurance. Ça ne rentre pas dans la succession, ça s'en va direct aux bénéficiaires. Les prestations de décès, comme on le sait, sont non imposables, mais pas tous les clients qui savent ça. Et la préservation de la valeur de la succession aussi. Savoir travailler toute ta vie, mais selon les objectifs du client. La première question que vous avez posée au début, c'est quoi qu'ils veulent? C'est là que vous pouvez leur suggérer de leur faire léguer une succession nette.
Ben, de son vivant aussi, les avantages, là, on va passer vite, mais la souscription d'une police d'assurance vie, vous le savez très bien, surtout en vie entière, c'est la garantie d'assurabilité. On l'a tout le temps. On peut changer les bénéficiaires quand on veut. S'assurer de ne pas avoir mis irrévocable, par exemple. Sinon, ça va prendre la signature de l'autre. La protection à l'abri des créanciers, tout dépendamment aussi des bénéficiaires qui a été mis. Accès à la valeur de rachat de la police, au besoin. L'accumulation du fonds grâce à un outil fiscalement avantageux ou libre d'impôt. Donc, l'accumulation du fonds grâce à un outil, qui est la police d'assurance vie, mais on le sait très bien, c'est l'accumulation de la valeur de rachat. Si on fait une police vie universelle, supposons, croissante, bien, la valeur de rachat est payable en plus que le capital assuré et il s'accumule à l'abri à l'intérieur de la police. Et vous avez la croissance de la valeur de rachat non imposable si les fonds demeurent aussi à l'intérieur de la police. Donc, on se rappelle liquidité successorale, les placements non enregistrés, les placements enregistrés, les assurances vie personnelles, l'assurance vie dans la société. Y a-t-il quelque chose qui va sortir du compte de dividendes en capital? Libre d'impôt. Les dettes, les impôts, les régimes matrimoniaux et les legs particuliers pour les sommes d'argent. Tout ça, on peut faire ça dans le bilan. Tantôt, je vous parlais des fonds distincts. Chez SSQ, vous savez très bien qu'on a autant de l'assurance que des fonds distincts. Vous pouvez, de quoi s'agit-il? Les règles fiscales qui s'appliquent, les caractéristiques spécifiques. Donc, on va passer un petit 2 minutes là-dessus. C'est quoi un investisseur subsidiaire? Un rentier successeur, des bénéficiaires subsidiaires, puis l'option de versement sous forme de rente. On a des belles adhésions qu'un client, j'ai aidé, mes collègues aussi, là, on a aidé des courtiers à aller investir des montants d'argent pour des clients. Style, le monsieur, il a 3 enfants. Il y en a une que si demain matin, il décède, il y a environ 300 000 nets à léguer. La petite, elle se retrouve avec 100 000 $. Elle a 22, 23, 24 ans, problème de drogue et tout ça. Ben, le monsieur, il était très content qu'on y apprenne qu'il pouvait mettre sa fille bénéficiaire sur son fonds distinct, mais que nous, lors de son décès, ben, c'est une rente qu'on va servir à sa fille et c'est lui qui décidait combien, tant par mois, tatati, tatata, et ses 2 autres enfants, il leur léguait un montant forfaitaire. Et tout ça peut se changer dans le temps. Donc, jusqu'à la minute avant de mourir, si le monsieur décide que sa fille peut avoir le montant forfaitaire, bien, c'est un changement comme un changement de bénéficiaire, mais c'est un changement de mode de paiement. Donc, on peut faire ça chez SSQ. Dans un plan successoral, le fonds distinct, ça s'inscrit très bien. Donc, l'investissement dans le cadre c'est un contrat d'assurance. L'investisseur devient le titulaire de la police. Et le mot distinct, ça le signifie, ça le dit, les sommes sont investies distinctement des autres actifs de la compagnie d'assurance. On a des garanties à l'échéance et au décès. Le contrat de rente est régi par les lois provinciales. Puis la protection dont bénéficie l'investisseur dépend de l'assurance que la personne aura pris. Est-ce que vous avez vendu un 75-75, un 75-100 ou un 100-100? Et ça peut être aussi insaisissable auprès des créanciers selon diverses normes qu'il faudra appliquer pour les bénéficiaires. On le sait très bien que le transfert est beaucoup plus rapide. Là, je ne sais pas si je vais vous apprendre de quoi, mais le règlement d'une succession, très rapide, sans perte de temps, sans trop d'actifs à vendre et tout ça, avec pas de chicane de famille, ça prend 11 mois à 12 mois. Et ça peut aller jusqu'à 24 mois. Tandis qu'un fonds distinct, qu'on a mis un bénéficiaire, bien, le capital est payable tout de suite après la preuve de décès et ou de la recherche testamentaire. En quelques semaines, vos bénéficiaires ont le chèque. Le montant est versé directement dans leurs mains, puis vous, bien, vous avez un chèque à livrer. L'investisseur, il désigne ses bénéficiaires,
il peut désigner un co-investisseur. Il a tous les droits habituellement associés à la propriété d'un contrat. On a un très beau document qui est monté. Vous pouvez aller le chercher sur le site intranet, Astronet, le site interne des conseillers en sécurité financière. Et on vous donne tous des trucs pour comment monter du non enregistré. C'est un RENE chez nous, régime d'épargne non enregistré. Les CELI, les REER, les FER. Donc, des exemples concrets. Qui devrait être investisseur? Si vous faites ça comme ça, c'est qui est rentier successeur? Bien, ça va donner quoi à qui décide? On vous le mettra en pièce jointe avec votre certificat de présence. Mais pour ceux qui sont habitués de faire déjà affaire avec nous, c'est un très beau petit document qui parle de planification successorale qui touche expressément les fonds, les placements. Donc, la stratégie de la protection successorale des particuliers maintenant. La possibilité de financement d'une police d'assurance vie permanente au moyen d'une partie de la trésorerie excédentaire ou du placement assujetti à l'impôt. Et ça va permettre de tirer profit de la croissance de la valeur fiscalement avantageuse dans la police. Et on prend ça et on le compare avec la valeur nette de la succession à celle des placements traditionnels non enregistrés compte tenu de l'espérance de vie. Avec ça, on peut faire ça dans notre logiciel. On reprend la valeur nette de la succession. Bien là, on a l'assurance vie qui a été rajoutée. Ça inclut d'avoir payé les impôts et toutes les dettes. Vous avez le placement net enregistré qui est là, le placement net non enregistré, les biens immobiliers, les autres actifs. Ça vous forme la valeur nette de la succession. Un petit exemple concret. Dans notre logiciel d'analyse de besoins, dans notre logiciel de cotation ou d'illustration, nommez-la comme vous voulez, on vous offre une analyse de besoins financiers, mais je sais que vous en avez plein partout. Vos agences vous en donnent aussi, vous en présentent. Alors nous, il y en a un, il est très, très simple, mais le monde aime ça justement parce que c'est simple. Vous pouvez faire l'analyse de décès, la maladie grave, vous pouvez faire une petite planification de retraite et vous avez le questionnaire pour les investisseurs. Dans le logiciel, vous pouvez aller dans Vie universelle et c'est là que vous allez voir les concepts de vente. Un, de préservation du patrimoine, de protection successorale de particuliers et de protection successorale de société. Quand vous rentrez dans le site, dans le logiciel, dans Police Vie universelle, bien, vous allez dans Concept et vous allez faire détail ou créer le concept et ça va se calculer. Vous mettez le capital assuré, puis qu'est-ce qu'il y a à investir et vous allez voir que vous pouvez faire une analyse entre les deux, comme je vous ai parlé. Je vais vous le montrer dans quelques minutes. Donc, vous avez aussi un document de concept de planification successorale qui est directement dans la bibliothèque. C'est tout ce que je vais vous présenter. On ne rentrera pas au détail. Je ne vous inonderai pas de colonnes puis de chiffres. C'est juste pour vous démontrer qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, avec vous, pour vos clients. Donc, le document, vous avez toute l'explication là-dessus, les marchés cibles, les avantages des concepts de protection successorale, comment monter les présentations, les questions et réponses. Il est super bien fait. Donc, une petite étude de cas, Gilles et Lynn. Gilles qui a 58 ans et Lynn en a 56. Ils ont 500 000 $ d'épargne personnelle détenus dans des placements à revenu fixe, non enregistrés, offrant un taux modéré de rendement 4 %. Ces placements-là produisent un revenu imposable, un taux marginal de 45 %. Puis, dans leur portefeuille aussi, ça comprend d'autres actifs. Vous avez fait un beau bilan, vous savez exactement où aller prendre l'argent pour faire en sorte de payer l'assurance vie dernier décès
pour léguer une succession nette de dettes et d'impôts. Donc, les objectifs pour eux, c'est d'optimiser la valeur de la succession. Puis là, ben, ils ont entendu parler que le fardeau fiscal, là, ils pourraient risquer de venir brimer leur objectif. C'était quoi leur désir? Qu'est-ce qu'ils voulaient léguer à leur famille? Donc, vous utilisez le produit de placement revenu fixe pour financer la police d'assurance vie. Et dans la police d'assurance vie, l'accumulation d'une valeur de rachat à l'intérieur de la police, généralement, croissance de la valeur de rachat non imposable si les fonds demeurent à l'intérieur de la police. Puis le produit de la police d'assurance vie est versé en franchise d'impôt. Donc, si on met une assurance vie croissante, la valeur qui est cumulée dans la police va venir être payée en plus du capital assuré. On prend le comparatif pour dire l'option 1, on laisse ça comme ça, votre placement non traditionnel, on met 25 000 $ pendant 12 ans, on y fait faire un taux de rendement de 4 %, puis votre taux d'imposition, vous m'aviez dit que c'était 45 %. L'option 2, on met ce même 25 000 $ pendant 12 ans dans une police d'assurance vie payable au dernier décès, donc d'un capital initial de 500 000 $. Parce qu'il y avait 500 000 non enregistrés. Donc, si on investit 25 000 pendant 12 ans, on accumule ça et on considère qu'il y aurait dans le comparatif un impôt marginal de 45 % à payer, mais on le sait que dans la police universelle, c'est pas ça qui se passe. Donc, il va vous sortir un tableau et ce tableau-là, donc, si vos clients préfèrent un diagramme, on va le voir aussi. Ça vous fait ça comme ça. Et dans le tableau, on est capable de dire que l'option 1, le placement non traditionnel, là, à 25 000 par année, les taux, les impôts payés, après 10 ans, il y aurait 291 000. Avec l'assurance, il y aurait 806 000. Donc, l'avantage de la protection successorale comparativement, il y a 500 000 de capital assuré, puis vous voyez qu'il y a 14 000 de plus, ce qui fait 800 000 au total. Après 20 ans, 449 000 versus 1 million. Ils n'auront jamais versé le montant total que qu'est-ce que ça va leur rapporter. Donc, c'est ça la beauté de la police, d'une police d'assurance. Donc, pour ceux-là les plus visuels, ben, le concept de vente vous sort aussi la valeur nette de la succession, les placements non traditionnels, qu'est-ce que ça leur a fait, versus, en bleu, la valeur nette de la succession, incluant l'assurance. Cette stratégie-là, elle démontre l'efficacité de la solution faisant appel à l'assurance vie permanente dans le cadre d'un plan successoral. Chez nous, chez SSQ, quand on parle d'assurance vie permanente, on a des vies entières, on a des 20 paiements, on a des tessants avec aucune valeur, rien du tout, et on a nos polices vie universelles, que c'est un produit permanent, qu'on va choisir le coût d'assurance qu'il y a à l'intérieur de la police. Un taux renouvelable annuellement ou un taux uniforme fixe et garanti. Donc, la structure, qu'est-ce que l'on met en place pour faire en sorte que les désirs de notre client soient maintenus? C'est ça qu'ils veulent léguer. Donc, c'est eux qui vont décider de la structure. C'est qui sera le propriétaire de la police? C'est qui va être les payeurs, les assurés, les bénéficiaires? C'est quelque chose que c'est le client qui a le contrôle. La désignation de bénéficiaire, ben, quand on parle de planification successorale, juste avant, faut vous enlever ça, juste avant, la planification successorale, quand on parle pour payer des dettes nettes, puis les impôts, la plupart du temps, le bénéficiaire qu'on pourrait mettre est la succession. Parce que c'est un deuxième décès, la succession, cette police-là sert à payer les impôts et sert à payer les dettes
pour que leurs héritiers reçoivent net d'impôts. Plus que les personnes vieillissent, plus qu'ils utilisent leur REER, plus que ça a été changé en fer, plus qu'ils reçoivent leur rente, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Donc, le coût fiscal baisse aussi. Mais il n'y a rien qui les empêche de faire un changement de bénéficiaire et d'aller indiquer directement les noms des bénéficiaires à qui veulent que ça soit légué. Fait que tout ça, c'est eux qui décident. Donc, l'avantage de la désignation de bénéficiaire, bien, le produit de l'assurance vie est versé, comme je viens de l'expliquer, soit dans la succession pour payer les dettes et les impôts, soit aux personnes directement, ou aussi, je vous parlais de dons planifiés, bien, une police d'assurance vie peut être léguée à une œuvre de bienfaisance, puis ça fait un don planifié. Donc, tout dépendamment comment on monte la police, c'est soit que c'est la prime qui est déductible d'impôt en versement de dons, le capital assuré est versé à l'organisme, ou on va prendre le capital assuré comme don au décès. C'est ça qui va venir donner un crédit d'impôt dans les rapports d'impôt. Et la somme va être léguée aux dons de bienfaisance, mais c'est deux façons distinctes de faire des dons planifiés. Donc, c'est sûr que la protection à la vie privée, les bénéficiaires désignés, je ne vous cache rien, ça, je vous apprends rien là-dedans. Mais les clients, ils ne le savent pas, c'est à nous de le dire. Les frais d'homologation puis les retards évités si les sommes sont exclues de la succession, c'est sûr et certain. Les liquidités pour financer les derniers frais liés au décès, les impôts, les frais funéraires, les dettes et les protections éventuelles contre les créanciers. Donc, la suite de votre étape, des étapes à faire, bien, pour vous, une clientèle cible. Le but du jeu entre vous et moi ce matin, c'est qu'à la suite de la présentation, quand je vais vous dire merci beaucoup, bonne journée et bonne semaine, si je vous ai fait revoir votre clientèle et que dans votre tête, vous avez 2, 3, 4 noms qui viennent de ressurgir, bien, ma mission est accomplie. C'était ça pour vous donner le goût de parler de planification successorale avec votre clientèle. Donc, du monde qui dispose d'un excédent de capital ou d'une trésorerie, qui souhaite léguer son patrimoine aux générations suivantes, qui souhaite donner directement à des membres de la famille ou à une œuvre de bienfaisance, qui cherche une formule simple et avantageuse du point de vue fiscal, qui souhaite avoir le choix, qui vise un objectif particulier, donc souvent, je parlais souvent de la police équitable. Je ne parlais pas de mon compétiteur, je parlais d'une police d'assurance équitable dans la succession. Parce que la plupart du monde, ils ont 2, 3 enfants. Leur souhait numéro 1, c'est d'être équitable, c'est d'être égal avec les êtres humains. C'est des personnes aussi qui veulent préserver le capital pour les héritiers et qui souhaitent accroître la valeur de la succession pour les bénéficiaires. Les personnes détenant un portefeuille varié de placements et d'actifs enregistrés et non enregistrés à préserver d'une éventuelle érosion fiscale. Donc, l'impôt exigible au décès, c'est à nous de leur faire penser et on vous emmène des concepts, des solutions et des illustrateurs pour vous aider à faire ça. Donc, le montant d'assurance pouvant couvrir l'impôt ou toutes les autres dettes. Les Canadiens bâtissent leur patrimoine de plusieurs façons. Donc, le plus possible, croissance avec un report d'impôt. C'est pour ça qu'on dit au premier décès, on peut tout rouler, on peut tout léguer à notre conjoint-conjointe en report d'impôt. C'est juste que l'impôt est reporté au deuxième décès et non pas tout de suite en premier. Il y en a qui font aussi des emprunts pour bâtir leur patrimoine. Il y en a qui font l'effet de levier. Il y en a qui font toutes sortes. Donc, quand vous faites une planification ou un bilan, c'est tout ça qu'il faut que les personnes, il faut qu'ils vous cachent rien, il faut qu'ils vous disent tout si vous voulez faire un beau portrait, que ce soit pas flou, mais très clair. Les polices d'assurance vie, grâce à la croissance fiscalement avantageuse de leur valeur, peuvent contribuer à bâtir ce patrimoine-là.
Donc, la stratégie de protection successorale des particuliers, c'est un concept simple, mais efficace à intégrer dans la planification successorale globale, sans oublier, bien sûr, la partie des fonds distincts. Fiscalement et successoralement, ça va beaucoup mieux. Donc, les étapes à suivre pour vous, évaluer les besoins d'assurance de votre client, utiliser la stratégie intégrée dans l'application de SSQ, communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir. On est 6 directeurs de compte, on a 3 représentants internes, on a 4 soutiens à la vente. Je n'ai pas parlé tantôt, mais on a Lisa, Ghislain, Richard et Sylvain qui sont là à votre service, au service à clientèle pour répondre à vos questions. Et surtout, restez à l'affût, les documents de marketing à l'intention des clients. Je vous les ai présentés tantôt. Mais surtout, être à valeur ajoutée aussi pour vos clients. Et pour terminer, cher Google et cher Facebook, quelque chose qu'on pourrait donner en valeur ajoutée à nos clients, là, c'est que moi, je leur pose la question, je leur posais, mais là, c'est encore pire. Et c'est moi-même aussi avec mes propres choses. De plus en plus, on reçoit nos factures électroniquement. Bell, Hydro, les polices d'assurance, de dommages. Alors, une personne qui décède, puis qu'il n'y a personne qui a son mot de passe, Outlook, Facebook, Google, il faut que ça soit écrit à quelque part, ça. Parce que la personne, quand elle décède avec son mot de passe dans la tête, là. Une recommandation vraiment qu'on pourrait faire à nos clients, c'est qu'essayer de tout mettre sur une feuille de papier. Parce que la journée que vous êtes plus là, ben, tenez ces papiers-là proches de votre testament, de vos polices d'assurance et de votre planification successorale avec votre carte d'affaires que vous allez avoir broché ou directement au PDF que vous auriez envoyé avec toutes vos informations. Mais Google et Facebook, ben, combien de fois, en tout cas juste cette année, je me suis aperçu que sur le Facebook, c'est le temps des anniversaires à tous et chacun, ben, souhaitant un bon anniversaire à une personne qui est décédée l'année passée, puis on le sait, mais son Facebook est encore vivant, il est encore en vigueur, il n'y a personne qui l'a fermé. Donc, sur Facebook, il y a un formulaire à remplir pour ça. On peut nommer une personne légataire et on peut faire en sorte que si on écrit notre nom et notre mot de passe, les personnes qui vont s'occuper de nous, surtout le liquidateur, bien, si on a choisi un contact légataire, on va pouvoir demander une demande de commémoration, c'est-à-dire que le Facebook va se transférer en commémoration. Le monde, au moins, ça ne sera plus roulant. Twitter, c'est la même chose, par courriel. On dit le nom d'utilisateur et le profil du défunt, bien souvent avec une preuve de décès. Le compte va être fermé. Les Gmail, la même chose, demande de fermeture de compte par fax ou par la poste. Mais si la personne ne laisse rien de ça, ça va être dur pour le liquidateur, ça va être dur pour les personnes, les successibles, de voir ça rouler tout le temps et qu'ils ne soient pas capables de rentrer puis de le faire canceller. iCloud, c'est la même chose, les Outlook aussi. Chaque site a sa mesure à suivre pour faire en sorte que les personnes décédées, que leur compte soit fermé, un en arrière de l'autre. Nos prochaines formations, donc il vous reste mardi le 26 mai de 10h30 à 11h30. Mon collègue de travail, Youssef Lalou, va nous parler plus spécifiquement, mais de l'assurance vie universelle. Donc, c'est pour ça aujourd'hui que je n'ai pas rentré complètement dans les détails. Si vous voulez en savoir vraiment plus long, vous pouvez vous inscrire pour mardi le 26 mai. Ça sera notre dernier webinaire.
car ceux-là qui s'étaient déjà inscrits pour le 2 juin, là, on doit le remettre. On va vous arriver avec quelque chose de très complet euh, fin de l'été, début de l'automne. Donc, on essaie de vous faire ça pour que ce soit en conformité, mais on veut bien faire les choses. Donc, à l'automne, ça va être remis pour cette portion-là. Alors, mon cher Alexandre, est-ce qu'il y a des questions? Comment ça a été? Oui, bonjour Nathalie, merci pour cette belle présentation-là. Donc, on a eu plusieurs bons commentaires. Ça a été un bon rafraîchissement par rapport à la planification successorale, les fonds distincts, la planification de l'assurance vie au décès pour les gens d'affaires et les particuliers. On avait quelques questions, j'en ai retenu 2 dans la liste de questions qui nous ont été posées. Donc, je débute avec la première, si tu le permets. Absolument. Le nombre d'années desquelles il faut posséder la maison principale pour avoir l'exonération d'impôt, ça serait combien? Bien, officieusement, il parle de 24 mois. Mais OK. supposons, une résidence principale, là, si tu viens d'acheter puis que tu décèdes dans 6 mois puis que tu n'en as pas eu une nouvelle aux 2 ans, là, il n'y en aura pas de problème. C'est ta résidence principale, tu vas avoir le droit à l'exonération autant la vente qu'au décès. Ainsi, c'est ça qui font le plus attention et c'est à cause de ça que depuis 2016, le gouvernement exige que quand on vend une maison, notre résidence principale, qu'on fasse le calcul, qu'on remplisse le formulaire. Parce que ils voient que des personnes, à tous les 2 ans, ils vendent une maison, ils retirent le profit, puis ils construisent un autre, ils revendent dans 2 ans. Donc, c'est là qu'ils risquent ces personnes-là d'avoir peut-être des problèmes parce qu'une résidence principale, si tu vends après 2 ans, mes personnes ressources là, directement Revenu fédéral et provincial me disent qu'il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui revient aux 2 ans puis qui vend sa résidence puis qui tire un profit, ce profit-là est non imposable puis qui en construise un autre, bien, c'est là-dessus que le gouvernement va travailler suite à cette loi-là. Parfait. Bien, merci beaucoup pour cette réponse, Nathalie. Deuxième et dernière question qu'on a eue dans l'onglet questions et réponses. Donc, concernant encore une fois l'exonération des impôts, pour, par exemple, une cabane à sucre qui serait située sur le même terrain que la résidence principale, c'est une excellente question parce que on sait qu'au Québec, on est d'excellents producteurs acéricoles, donc il y a plusieurs opportunités d'affaires à ce niveau-là. Est-ce que la cabane à sucre située à même la résidence principale est aussi éligible? Moi, je ne crois pas. Je ne suis pas fiscaliste, je ne suis pas comptable. Ça serait vraiment, tu sais, je le sais que c'est une réponse plate là, pour les conseillers, mais ça dépend. Est-ce que la cabane à sucre, est-ce qu'elle est incorporée? Est-ce qu'elle est propriétaire du lot du terrain pour lequel elle est? Est-ce que c'est tout ensemble, puis il n'y a pas d'incorporation, il n'y a pas rien? Chaque cas est différent. Hein. OK, effectivement. Puis dans le cas où ça ne serait pas incorporé, à ce moment-là, peut-être qu'on n'a pas la réponse non plus, puis on pourrait aussi référer les gens qui Un fiscaliste au ou un fiscaliste, comptable. effectivement. Tout à fait. Absolument. Le comptable, la bonne réponse pour nous en tant que conseiller, là, quand un client nous pose cette question-là, c'est que le comptable, là, cette personne-là, d'habitude, elle a un comptable. Le comptable qui fait ses impôts, comment est structuré son érablière? On inciterait le client à dire, ben, appelle ton comptable, là, puis demain matin, il t'arrive de quoi? Comment est monté ton système, la structure pour laquelle tu as mis en place? Là, comment c'est monté? Il va chercher les réponses, puis reviens-moi avec ça pour que je puisse continuer ta planification successorale. Parfait. Excellent. Excellent. Dans ce temps-là, on ne se met pas dans le trouble. Tout à fait. Souvent, on essaie de gérer le dossier, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on a souvent des associés, entre guillemets, tels le comptable de notre client ou des agents qui s'occupent des dossiers dans nos agents généraux à titre de conseillers et conseillères qui peuvent nous aider, nous soutenir dans la préparation de ce genre de dossier-là. Absolument. Parfait. Puis, pour terminer, Nathalie, j'ai une petite dernière question. Quel est le coût approximatif pour faire un plan successoral à son client? Un coût.
Oui. Est-ce qu'il y a un coût rattaché à ça pour peut-être la production des documents? Est-ce qu'on a besoin d'un notaire, faire les sous pour certains documents légaux, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a un coût approximatif qu'on pourrait donner pour préparer ce genre de plan successoral-là? Chaque personne est travailleur autonome, chaque personne est indépendant. Moi, personnellement, quand je faisais des analyses successorales, je me mettais dans la tête combien que je chargeais à ce client-là pour faire l'analyse des besoins financiers. Rien. Ça, on fait tout ça gratuit. Là. On analyse les besoins financiers de toutes les personnes, puis on leur fait des recommandations. Une planification successorale, un planificateur financier, j'en connais qui charge des frais. Mais vous êtes tous travailleurs autonomes, là. Chaque personne a la possibilité de faire un mandat partiel ou un mandat complet. Ça, c'est ayant le titre de planificateur financier pour ça. Mais un conseiller en sécurité financière peut faire autant une planification de retraite qu'une planification successorale. C'est à vous à décider, là. Parfait, excellent. Bon, ben, de notre côté, ça terminerait cette présentation-là. Encore une fois, merci beaucoup, Nathalie, de ton temps, ta disponibilité pour avoir donné de tes connaissances à nos conseillers et conseillères. Donc, on vous invite, en terminant, à nous rejoindre de nouveau la semaine prochaine, mardi 10h30, pour un autre webinaire d'un de nos directeurs de compte. Donc, si je ne me trompe pas, ce sera sur la vie universelle. Exactement. Alors, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite plein de soleil dans vos vies. Portez-vous bien, restez en santé, puis j'ai bien hâte de vous revoir. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir.